Bonjour à tous, je suis extrêmement content d'être là, malgré le contexte assez original. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas pouvoir voir Anthony. Il serait ravi de vous rencontrer probablement à la SymfonyCon ou à une autre occasion. Donc je vais vous parler de Symfony 4. Je m'appelle Titouan Galopin déjà. Donc comme disait Michael, je suis Product Manager sur Symfony Insight. Donc on peut en parler, je suis sur le stand de Symfony si vous voulez en discuter. Et donc, comme je disais, il y a 2 conférences sur Symfony qui vont bientôt arriver, donc n'hésitez pas à aller voir, notamment parce que le Symfony Live Paris a un CFP ouvert. Donc, Symfony 4. Déjà, petit topo, qui est-ce qui a jamais utilisé Symfony? Levez la main. Ok. Donc, je vais essayer d'être accessible pour tous, mais il y aura peut-être des concepts que vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite directement. Normalement, ça devrait être assez clair, mais n'hésitez pas à poser des questions à la fin si ça ne l'a pas été. Donc l'agenda, il est assez simple. Ça va être de vous présenter dans un premier temps les différentes fonctionnalités qui sont apportées par Symfony 4 et Symfony Flex, on va en parler, avec un objectif de vous donner des idées sur ce que vous pourriez aller chercher plus tard, après la conf, sur des différents sujets qui vont du front-end au back-end. On va aussi parler un petit peu plus en détail à la fin de l'injection de dépendance et des nouveautés de l'injection de dépendance parce qu'il y a beaucoup de sujets intéressants sur ça. Donc Symfony 4. Symfony 4, d'abord, c'est Symfony. Ça reste Symfony, c'est quelque chose que vous connaissez probablement du coup. C'est du versionnement sémantique, donc ce que ça veut dire c'est que c'est une version majeure, donc ça peut casser par rapport à Symfony 3, c'est un peu l'objectif. C'est du PHP 7.1+, mais il y a un système de dépréciation qui vous permet de facilement migrer de 3 à 4. Fondamentalement, ce que ça veut dire, c'est que Symfony 4, c'est Symfony 3.4, mais sans couche de compatibilité. Donc voilà, ça c'est le topo classique, simple, pour toute version majeure de Symfony. Maintenant, il y a beaucoup plus de choses que ça. C'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intéressant que tout ça. La réalité, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'on a réfléchi aux différentes choses qu'on pouvait remettre en question pour s'adapter au développement moderne en 2018. Bon, en l'occurrence en 2017, parce que c'est sorti en 2017, Symfony 4. Pour ce que ça veut dire, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'apprendre, de configurer, de travailler, de déployer Symfony. Et c'est aussi, vous allez le voir probablement pourquoi, c'est aussi un des frameworks les plus rapides en PHP. En l'occurrence, selon PHP Benchmark, c'est même le plus rapide. Donc la première grande modification dans Symfony 4, c'est l'introduction de Symfony Flex. Si vous n'avez jamais utilisé Symfony Flex, vous allez vite comprendre à quel point c'est utile. Symfony Flex se base là où on utilisait auparavant dans Symfony un installeur spécifique, Symfony Install, Symfony Create, Symfony Init, ça a dépendu du moment. Là, on va repartir sur quelque chose de très classique avec Composer. Donc on va partir d'un squelette, quelque chose qui ressemble à quelque chose que vous pourrez connaître même sans utiliser Symfony. Et à partir de cette structure de base, on va se retrouver avec extrêmement peu de fichiers. Tellement peu que ça en paraît bizarre que ce soit Symfony. Là, vous voyez toute la structure de fichiers qu'il y a dans un projet Symfony avec le skeleton de base. Il y a 13 fichiers et 4 dépendances. C'est extrêmement limité. La raison pour ça, c'est que Symfony Flex a un mécanisme original de fonctionnement directement dans Composer. Donc là, en plus de ce que vous connaissez, les installing, etc., toutes les choses qui permettent d'installer réellement des packages, vous allez voir des configuring. Alors les configuring, si vous n'avez jamais utilisé Flex, vous n'allez pas trop savoir à quoi ça correspond. La réalité, c'est que Symfony Flex, ça va être un plugin Composer. On le voit d'ailleurs tout en haut des installing, il est installé sur chacun de vos projets. Donc pour chacun de vos projets, Symfony Flex va être un plugin qui va être capable de réagir au moment où vous installez un package pour automatiquement configurer ce package précisément. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez partir du minimum, très petit, c'est ce que je viens de montrer, et vous allez automatiquement ajouter uniquement ce dont vous avez besoin. Et Symfony Flex va automatiquement le configurer pour vous. Ce que ça veut dire aussi, c'est que là où vous aviez besoin par le passé, quand vous installiez un bundle, de le configurer, d'aller voir le routing, d'aller modifier les services, de faire tout un tas de choses, ça, Symfony Flex le fait pour vous. Si on prend un exemple, on part de l'application que je viens de créer avec le Create Project. Si on ajoute Monologue, de la même manière que tout à l'heure, il va y avoir un configuring Monologue qui va apparaître. Et dans ce configuring Monologue, il va se passer tout un tas de choses qui vont permettre de créer des dossiers et des fichiers et de la configuration directement dans votre projet. Donc ce à quoi ça correspond en réalité, c'est une liste de fichiers et l'activation d'un bundle.
Donc là, cette notation config bundles.php, si vous ne la connaissez pas, on va en parler un tout petit peu plus. Ça permet simplement d'automatiser facilement l'ajout d'un bundle pour Symfony Flex. Mais ce qui se passe du coup, c'est qu'en fait, quand vous allez installer Composer, Monologue, automatiquement, vous allez avoir une version de la configuration pour le dev, pour la prod et les tests, des routes et des services qui sont ajoutés s'il y en a besoin, et l'autre bundle qui soit automatiquement ajouté et activé. Ça, c'est déjà super intéressant en termes d'expérience de développement. Le cran plus loin de Symfony Flex, c'est qu'il va y avoir un système d'alias. Ce système d'alias, il permet en réalité de créer un écosystème de choses qu'on vous recommande parce qu'elles marchent bien, parce qu'on sait qu'elles marchent bien avec Symfony. Ce système d'alias, il est assez simple, c'est qu'au lieu de Composer Require Monologue Bundle, on va tout simplement demander un logger. Le logger en question, il implémente PSR, ça me suffit. J'ai pas besoin de savoir ce que c'est, Symfony me le recommande, tant mieux, utilisons-le. Si je fais un Composer Require Logger, ça donne exactement le même résultat que tout à l'heure, si ce n'est qu'en plus, il y a une Using Symfony Monologue Bundle, auquel on n'avait pas fait référence avant, donc qui en fait est un simple alias, Logger fait simplement un alias vers Monologue Bundle. Ce que ça donne, c'est des choses assez originales quand même, moi que je trouve assez pratiques. Du style, j'ai besoin d'un ORM, je require un ORM. J'ai besoin de Twig, je require Twig. J'ai besoin d'une API, je require une API. Ça me donne API Platform. J'ai besoin d'un admin, je require admin. Ça me donne Easy Admin Bundle. Ça donne un écosystème en fait. Ça donne un sens un petit peu à tout l'écosystème de Symfony. C'est tout à fait l'objectif de Symfony Flex. Vous allez me dire, bah, c'est très bien, mais comment ça marche tout ça? Ça a l'air bien magique. En fait, ça l'est pas du tout, comme l'informatique en général. Ce fonctionnement, il se base sur ce qui s'appelle les recettes. Une recette, c'est simplement quelques éléments configurés par Symfony ou par la communauté pour qu'un package soit capable, au moment où il s'installe, d'interagir avec Flex de telle sorte qu'il puisse ajouter des variables d'environnement, ajouter des paramètres de container, ajouter des fichiers, des dossiers, ajouter de la configuration, activer des bundles. Ce que ça implique directement, et ça c'est extrêmement important de le noter, c'est que là où par le passé on avait des standards éditions et tout un tas d'autres éditions potentiellement, qui correspondent en réalité à de l'héritage, c'est-à-dire que votre projet hérite d'une édition et vous embarquez forcément toutes les dépendances et tous les problèmes que vous pourriez avoir avec cette édition, trop de fixtures, trop de fichiers, etc., etc. De cette manière-là, vous allez composer votre projet. Et donc c'est le compose instead of inherit, mais pour un projet complet. Donc pour que tout ça, ça fonctionne, certes il faut créer des dossiers, certes il faut créer des fichiers, mais il faut aussi que le kernel soit capable de comprendre tout ça. Donc pour qu'il soit capable de comprendre tout ça, il a été un petit peu modifié, le kernel de base, c'est-à-dire que désormais le kernel il n'est plus dans le dossier app, il est dans votre dossier SRC, et il va être capable d'aller comprendre tout un tas de choses qui sont configurées automatiquement par Flex, notamment le bundle.php dont je vous ai parlé tout de suite, qui est un simple tableau associatif désormais entre des bundles à activer et les environnements dans lesquels activer. Et du coup, le kernel va être capable de lire ça. De la même manière, il y a un dossier packages dans lequel il va y avoir tout un tas de configurations avec les sous-dossiers et les sous-environnements adaptés pour pouvoir spécifier cette configuration dans les sous-dossiers que vous voulez. Ça l'objectif. Ça marche assez simplement, c'est quelque chose qui est dans votre dossier SRC, vous pouvez tout à fait le modifier. De base, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est assez clair à lire, je pense, dans le sens où on load ce qu'il y a dans packages, ensuite on load ce qu'il y a dans packages / votre env, on load ce qu'il y a dans services et on load ce qu'il y a dans services _ votre env. C'est vraiment relativement simple. Donc tout ça, c'est hyper intéressant, mais il faut pouvoir le découvrir, cet écosystème. Et donc c'est à ça que sert flex.symfony.com, qui liste toutes les recettes qui existent, en incluant celles qui sont officielles, c'est-à-dire celles qui sont maintenues par des gens qui ont fait vraiment confiance, et celles qui sont de contribution que n'importe qui peut créer, et donc supporter Symfony Flex. Donc ça, c'est la partie la plus importante que vous allez rencontrer dès que vous allez utiliser la nouvelle version de Symfony, Symfony Flex. En plus de ça, il y a d'autres choses intéressantes qui se basent sur Symfony Flex, ou non, ou peu, mais qui sont quand même extrêmement utiles en termes d'expérience développeur. L'une d'entre elles, c'est le Maker Bundle. C'est quelque chose dont on avait
fait un petit peu avec le Sensio Generator Bundle. Là, c'est beaucoup plus carré, beaucoup mieux fait, en fait, de manière générale. Et donc, l'avantage de Symfony Flex, c'est que pour l'installer, vous avez besoin d'une petite commande qui configure tout pour vous. Et donc, un simple Composer Require Maker, et vous vous retrouvez avec le Maker Bundle. Et le Maker Bundle, il va vous permettre de faire beaucoup de choses. Une des choses qui a été ajoutée, je crois, la semaine dernière, ou pas vraiment, il n'y a pas très longtemps du tout, c'est le Make User. Donc, la combinaison de Make Out et Make User va vous permettre de créer, par exemple, tout un système utilisateur complet, selon les critères que vous voulez, API, JWT, Login Form, HTTP Basic, ce que vous voulez. Tous ces critères-là vont être capables d'être générés automatiquement par le maker dans votre dossier SRC, ce qui veut dire que ces dossiers-là, ces fichiers-là qui sont générés, c'est les vôtres. Une fois qu'ils sont générés, certes ils sont générés, mais vous êtes tout à fait capable de les modifier, et de les committer, et de les développer, et de les adapter. Donc par exemple, si on prend un exemple relativement simple, un contrôleur va pouvoir être généré facilement grâce à Maker Bundle. Et vous voyez ici qu'il y a toujours le même principe Symfony Flex qui permet de faire Composer Require Annotations et on se retrouve avec le bon package qui va bien. Donc comme je disais, c'est hyper important de bien comprendre la différence entre du code qui est généré par rapport à du code qui est vendor. Le code qui est vendor, bien sûr, vous ne le touchez pas. Vous l'étendez à la limite, mais vous ne le touchez pas. En revanche, le code qui est généré, c'est le vôtre. Vous le committez, vous le modifiez. L'objectif simplement du Maker Bundle, c'est d'aller plus vite. C'est de vous faciliter la vie par rapport à des choses que vous faites régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est notamment très intéressant. Un autre sujet intéressant dans l'écosystème Symfony 4, c'est pas tout à fait Symfony 4, mais ça l'est presque, c'est Webpack encore. Qui est-ce qui n'a jamais entendu parler de Webpack ou qui ne sait pas trop ce que c'est? Ok. Je vais essayer de résumer rapidement alors, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, mais assez peu finalement. Donc, le principe général de Webpack, rapidement, c'est de résoudre tous les imports de tous vos fichiers qui sont du style ou des assets de manière générale, du JavaScript, du TypeScript, du SAS, ce que vous voulez, de résoudre ces imports-là pour générer un, deux ou très peu de fichiers, de telle sorte de pouvoir les utiliser facilement dans un navigateur, parce que vous n'allez pas inclure tous les fichiers de JavaScript de votre application dans un navigateur. Forcément, ce serait beaucoup trop lent. Donc l'objectif de base de Webpack, c'est ça. C'est de fabriquer, de prendre l'arbre de dépendance de tous vos fichiers, avec un point d'entrée qui s'appelle un entry point, et de résoudre tout ça dans un seul fichier. Après, il y a des choses qui ont été ajoutées pour pouvoir faire du SAS, pour pouvoir faire du TypeScript, pour pouvoir faire du JXX, pour pouvoir faire tout un tas d'autres trucs qui se mettent dans cette pipeline de construction et qui permettent d'avoir tout un tas de fonctionnalités en plus. Mais la base de Webpack est assez simple finalement. En fait, il y a un outil qui a été développé par le Symfony, qui est complètement JavaScript, pas du tout de PHP pour l'instant. C'est en train d'arriver avec un bundle parce qu'il y en aura besoin pour certaines fonctionnalités. Mais de manière générale, c'est extrêmement lié à JavaScript. Et c'est simplement une librairie qui vous permet d'utiliser Webpack facilement. Même principe, Symfony Flex. Et donc, ce que ça va créer grâce à Symfony Flex, là, il y a beaucoup plus de choses qui sont créées. Ça va être un dossier assets dans lequel vous allez mettre un fichier CSS, un fichier JavaScript. De base, ils sont créés, mais vous pouvez tout à fait vous adapter comme vous le souhaitez. Ensuite, ça va vous donner un public build dans lequel vous allez créer les fichiers minifiés grâce à Webpack. Ça va vous ajouter un composer JSON pour JavaScript, c'est ça que j'appelle comme ça. C'est package.json, qui utilise yarn ou npm selon ce que vous préférez. Et ça va vous ajouter surtout une configuration pour Webpack. Et cette configuration pour Webpack est particulièrement intéressante parce qu'en utilisant encore, elle est extrêmement claire à lire. Donc personnellement, j'adore Webpack encore, je trouve que c'est hyper utile et je l'utilise dans tous mes projets, même ceux qui ne sont pas du Symfony, à partir du moment où il y a du JavaScript. Parce que, comme je le dis, c'est du JavaScript pur, donc vous pouvez l'utiliser n'importe où. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Je ne vais pas en parler extrêmement longtemps parce que c'est un sujet intéressant, mais on pourrait en parler énormément. Mais je pense que c'est assez clair à lire. Il y a un entry point et on fabrique dans le dossier build. Après, il y a tout un tas de choses qui se passent en plus pour faire du versionning, faire du SaaS, faire tout un tas de choses qu'on peut faire autour de Webpack. Donc ça, c'est deux petites fonctionnalités, le Maker Bundle, le Webpack encore, qui sont utiles, qui sont pratiques, que vous pouvez aller voir vous-même. Il y a un autre sujet dans la création, le renouvellement des idées de Symfony 4, qui a été comment est-ce qu'on fait pour s'intégrer dans les infrastructures modernes. Et donc ça a impliqué beaucoup de réflexions sur plein de sujets différents.
et qui sont des réflexions plus internes à Symfony et plus théoriques et plus conceptuelles. Je vais essayer de vous les présenter de manière pratique. Donc déjà, une des premières choses à noter, c'est que de plus en plus, pour des raisons diverses et variées, on se retrouve dans des contextes où notre application elle tourne sur un file system qui est read-only. Ce file system read-only, si vous prenez un Symfony 1, ça ne marche pas. Il faut du cache quelque part. Si vous prenez Symfony 2, ça pourrait marcher si vous vous organisez pas mal. Mais ce n'était pas du tout fait pour. Désormais, depuis Symfony 3.2, 3.3, mais encore plus 3.4 et 4.0, Symfony est nativement créé pour gérer des systèmes, des file systems read-only. Et aussi, ça a apporté d'autres intérêts dont je vais parler. Donc la différence avec le passé, c'est que désormais, il y a deux types de cache dans Symfony. Le cache Symfony, c'est plus une seule chose, c'est du cache système et du cache applicatif. La raison pour laquelle il y a cette différence, c'est que le lifecycle, le cycle de vie, n'est pas le même. Un cache système, un container compilé, une extension Twig, une metadata doctrine, elle va être là, elle va être adaptée et liée à votre code. Alors qu'un cache applicatif, il va être probablement lié à votre application, ou en tout cas à une dépendance de votre application, et ce sera des données dont vous avez besoin en tant qu'application. Ce que ça veut dire, c'est que le cache du système, il ne change pas du tout, il est read-only. Il ne va pas changer au cours de la vie de l'application, il est très lié au code en lui-même. En revanche, le cache applicatif, lui, il a besoin de bouger, lui, il a besoin d'être dynamique. Et en plus, il a besoin d'être synchronisé entre toutes les instances de mon application. Si j'ai plusieurs frontaux, mon cache applicatif, il faut que ce soit le même partout, forcément, sinon il y a des problèmes de session, de corruption, de data qui ne va pas au bon endroit. Alors que le cache file system, par définition, étant donné qu'il est read-only, il n'a pas besoin d'être synchronisé, en tout cas, il n'a pas d'avoir de mécanisme de synchronisation entre les instances frontales. Donc toutes ces différences nous ont poussé à créer une différence, une distinction entre les deux. D'ailleurs, si vous dumpez le conteneur dans une application Symfony maintenant, vous allez voir qu'il y a un service qui s'appelle cache.app et un qui s'appelle cache.system. Et ça correspond exactement à cette différence-là. La réalité, c'est que du coup, en fait, le cache system, c'est simplement des fichiers qu'on génère. Des fichiers qu'on génère une fois, qui ne vont plus jamais être modifiés, mais qui vont être lus à chaque fois pour pouvoir utiliser l'application Symfony. Donc c'est par exemple le container compilé, c'est le cache de Twig, c'est le cache des doctrines, tout un tas de choses qui sont très liées à votre code, comme je le rappelle. En revanche, le cache applicatif, c'est là où vous avez besoin d'un back-end, quelque chose qui va contrôler et synchroniser vos différentes instances frontales pour être capable d'interagir avec un cache qui s'applique sur tout le monde. En fait, ce que vous avez besoin de faire, c'est uniquement configurer le cache applicatif, parce que le cache file system, il est automatiquement géré par Symfony. Certes, vous pouvez le configurer, mais de base, vous n'en avez pas besoin. Et donc, du coup, pour le configurer dans Symfony, on utilise une variable d'env, on va en parler tout de suite, qui permet donc, du coup, par exemple, d'utiliser Redis et de synchroniser votre cache applicatif Redis automatiquement. À partir de ça, une fois que vous avez utilisé cette configuration-là, on va parler de l'auto-wiring. L'auto-wiring va vous permettre d'automatiquement récupérer une instance de l'objet cache qui va vous permettre, dans vos services, d'adresser un objet PSR qui implémente la cache item pool interface pour pouvoir interagir avec ce cache. Donc en réalité, avec cette configuration et un petit peu de code, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour utiliser du cache applicatif. De la même manière, vous pourriez utiliser une base de données, vous pourriez utiliser Memcache, vous pourriez utiliser tout un tas d'autres services qui sont sur le réseau. C'est ça, généralement, l'intérêt. Donc, ce que je disais, c'est que la deuxième partie, c'est les variables d'environnement. Les variables d'environnement, c'est un sujet qui est extrêmement important pour Docker, notamment. Ça a d'autres usages, dans d'autres contextes, mais Docker était probablement la principale utilisation. Les variables d'environnement, ça a été intégré de mémoire en 3.2, mais ça prend tout son sens avec les recettes de Symfony Flex. La raison pour ça, c'est que c'est désormais intégré dans ces recettes, qu'on peut y faire référence depuis la configuration et les services, et que du coup, n'importe quel package que vous installez est capable de déclarer sa propre variable d'environnement au travers du fichier .env. Donc ce que ça va permettre, c'est par exemple que vous installiez, admettons, le nouveau composant mailer, qui n'existe pas encore tout à fait, mais admettons que vous l'installiez, vous allez récupérer un mailer DSN, une variable d'environnement dans votre .env, qui va automatiquement être capable
être branché comme il faut pour pouvoir configurer votre mailer. Donc si la variable d'environnement existe déjà dans votre système, pour une raison X ou Y, vous allez simplement avoir installé le Symfony Mailer et automatiquement vous allez être capable de l'utiliser sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit en termes de configuration YAML. Et donc pour y faire référence, il y a une petite notation pour %env, parenthèse, parenthèse. Donc ça, c'est déjà un peu plus intéressant en termes de contenu. Là, je voudrais partir sur un sujet qui est un peu plus technique encore, parce que je pense que ça peut être particulièrement intéressant. C'est comment est-ce que l'injection de dépendance, à quoi sert l'injection de dépendance en réalité, et comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'expérience développeur de fabriquer de l'injection de dépendance. C'est le composant, clairement, de loin, qui a le plus changé entre 3.4 et 4.0. Pour plein de raisons, parce qu'il y a beaucoup de potentiel, parce que c'est quelque chose qui est tellement central dans Symfony que c'est extrêmement important qu'on soit au point dessus, mais aussi parce qu'il y a des nouvelles façons de faire auxquelles on n'avait pas pensé avant, ou alors qui ont été apportées par de nouveaux packages. Donc pour résumer, l'injection de dépendance, concrètement, ça sert à quoi? J'imagine que vous avez déjà tous utilisé l'injection de dépendance, mais en fait c'est important qu'on se pose la question au basique, mais à quoi ça sert en fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? L'injection de dépendance, fondamentalement, ça a un objectif principal, c'est de vous faciliter la vie en termes d'utilisation des classes. C'est-à-dire que ça va créer automatiquement pour vous, le conteneur va créer automatiquement pour vous, les bonnes instances de vos classes par rapport à leur dépendance. Mais ce que ça implique, c'est que du coup, alors partant de la gauche, on veut arriver vers la droite, c'est que du coup, au travers d'un conteneur d'injection de dépendance, la dépendance, le fait que Registration Manager, dans ce contexte, a besoin d'un persister et d'un mailer, ne va plus être déclaré par l'utilisateur de la classe Registration Manager. Il ne va plus y avoir un New Registration Manager, etc., etc. Il va y avoir un container get ou autre chose à la place. Ce qui fait qu'en fait, le fait qu'il y ait une dépendance qui existe à cet endroit-là va être déclaré par quelque chose qui est proche du Registration Manager. Ce qui veut dire qu'en fait, 90% du temps, ça va être le même développeur, la même personne qui va développer la classe Registration Manager et qui va déclarer le fait qu'elle ait besoin de quelque chose. Et ensuite, le conteneur va s'occuper de créer tout ça pour elle. Ça change beaucoup les choses parce que ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, vous avez un point d'entrée, vous vous en fichez un peu comment il est fabriqué. C'est hyper pratique pour exposer des packages vendors. Donc ça, comment ça marche en fait? Comment est-ce qu'on fait pour qu'un container de Symfony, par exemple, soit capable de partir de ce qu'il y a à gauche et de fabriquer ce qu'il y a à droite, sans que ce soit trop compliqué, trop difficile et que ce soit hyper robuste? Eh bien, en réalité, on utilise ce qui s'appelle les graphes. Les graphes, c'est peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un modèle mathématique relativement simple, des nœuds et des flèches, mais qui permet en fait d'exprimer énormément de choses au travers d'utiliser sur ces graphes, sur ces modèles de représentation, d'utiliser des algorithmes qui ont été développés depuis 1700 et des brouettes par Gauss et par tout un tas d'autres gens. Donc bon, c'est quelque chose d'assez robuste. L'intérêt d'utiliser les graphes, c'est que du coup, on est capable de représenter des dépendances sous forme de graphes et d'en déduire des choses. Et c'est comme ça, à l'intérieur, c'est comme ça que fonctionne le container de Symfony. Quand il compile quelque chose, il fabrique ce graphe. Donc l'idée, ça va être de dire, au lieu d'avoir Registration Manager et tout un tas de références à des classes qu'on ne connaît pas, on va fabriquer des nodes pour chacune des classes, chacun des services plutôt, et on va faire référence via des flèches aux dépendances qu'ont ce service. Et ensuite, grâce à ce graphe, on est capable de dire, bah, le conteneur, il sait qu'il n'y a pas de référence circulaire, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de flèche qui part d'un côté et qui revient au même endroit. Il sait, pour une raison X ou Y, qu'il a besoin de tel ou tel service pour fabriquer le Registration Manager. Il sait que pour fabriquer le Registration Manager, il a besoin du persister qui a besoin de doctrine. Donc en fait, c'est une représentation qui est extrêmement pratique parce qu'elle permet d'exprimer toutes les complexités et de résoudre beaucoup de problèmes en termes de conteneurs. Donc, fondamentalement, ce qu'on veut en fait, c'est fabriquer un conteneur qui soit capable de fabriquer ce graphe et qui soit capable ensuite de le compiler, donc de retransformer ce graphe en code pour atteindre l'objectif qu'on expliquait tout à l'heure. Donc pour ça, on va utiliser de la configuration. Et en fait, tout ce que vous faites quand vous faites un services.yaml, c'est configurer ce graphe. C'est déclarer les nœuds et déclarer de quoi ces nœuds ont besoin.
En Symfony 3, pour configurer ce graphe-là, vous utilisez le service.yml. En Symfony 4, on a beaucoup automatisé ce processus. C'est simplement ça qu'on a fait, mais vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Déjà, la première chose qu'on a faite, c'est qu'au lieu de faire référence à des services par un nom, on va faire référence à ces services par leur nom de classe. Ce n'est pas obligatoire, c'est quelque chose qui est optionnel. Vous pouvez tout à fait utiliser des services nommés comme par le passé, mais ça a un effet pratique, qui est simplement que la représentation des classes et des services est beaucoup plus simple. En Symfony 3, vous aviez quelque chose comme ça. En Symfony 4, vous enlevez une partie des lignes. Donc ça, c'est quelque chose de tout simple. Ça ne change pas grand-chose en termes de concept. C'est seulement utile, juste pratique. Il y a un petit truc pratique en plus, c'est qu'on peut faire un point classe quand on utilise 5.5+. Mais j'espère que tout le monde utilise 5.5+. On top of that, en utilisant ce système-là, il y a l'auto-discovery et l'auto-wiring, qui sont deux concepts parallèles qui sont extrêmement importants et qui ont été ajoutés dans Symfony 3.4 et 4. L'auto-discovery et l'auto-wiring vont permettre de supprimer une extrême majorité de la configuration YAML que vous avez à faire. Je m'explique. Désormais, vous allez avoir, par exemple, dans un fichier Symfony Flex services.yml natif de base, quand vous installez Skeleton, vous allez récupérer un resources 2.2.src étoile. Ça veut dire tout ce qu'il y a dans votre src devient un service. Automatiquement, il charge tous les services, toutes les classes en PHP dans votre application en tant que service. Ça, c'est l'auto-discovery. Donc l'auto-discovery, il crée des nœuds. L'auto-wiring, son objectif, c'est de faire les liens entre ces nœuds, en faisant référence au graphe. Pour ça, il n'a rien de magique. Ce qu'il va faire, c'est utiliser le nom des services qui sont des noms de classe et les faire matcher avec les type-ins que vous avez dans votre constructeur. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, persister et mailer, c'est le nom du type-int. Donc ça va faire référence, et s'il y a un use, on va bien utiliser le use comme il faut. Donc ça va faire référence dans le type-int à persister. Et on va avoir un service qui va être créé par l'auto-discovery, qui s'appelle aussi persister. Donc en fait, on fait simplement matcher le nom du type-int au nom du service, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a rien de magique, c'est hyper déterministe. Si vous ajoutez 2 fois le même service, il va prendre le dernier. C'est tout. Un service un ID a soit un service associé, soit il n'en a pas. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Mais ça c'est quand même assez bizarre, parce qu'on se dit, c'est cool, mais ça veut dire que toutes mes classes de toute mon application sont des services. Purée, c'est pas ouf quand même. En fait, il y a un outil en plus qui permet de contrecarrer les effets néfastes de ça, qui est que par défaut, il va y avoir des données, des configurations default, donc des configurations qui sont appliquées dans tout le fichier à tous les services par défaut. Ces configurations default dans le skeleton de Symfony Flex, il y en a 3. Auto-wire true, qui vous permet de faire les liens, comme je vous ai expliqué. Auto-configure, on va en parler. Et public false. Et ça, c'est hyper important. Le public false, ce qui permet de dire, c'est que tous les services qui ne sont pas une dépendance d'un autre service vont être supprimés. Donc en fait, toutes les classes de votre application deviennent un service, mais toutes celles qui ne sont jamais utilisées comme service sont supprimées du conteneur compilé. Donc la réalité, c'est que vous n'allez pas avoir d'overhead dans le conteneur compilé, parce que si vous n'utilisez pas une classe comme un service, vous ne l'utiliserez pas et elle sera supprimée du conteneur compilé. Public false, ce que ça fait aussi en effet de bord de ça, c'est que vous ne pouvez pas utiliser container get sur ce service-là. C'est tout l'intérêt. Avec container get, le conteneur de service de Symfony, il ne peut pas créer le graphe, parce que le get, il est à l'intérieur des méthodes. Donc il n'est pas capable de savoir les dépendances d'une classe si vous utilisez un container get. Utiliser le public false, ça vous permet de vous assurer que personne ne pourra utiliser ce container get, et donc de pouvoir avoir cette fonctionnalité. L'autoconfigure, c'est un petit truc utile à côté qui permet simplement d'ajouter des tags comme il faut aux bonnes interfaces. Ça vous permet d'automatiquement ajouter le tag twig.extension aux extensions twig, listener, etc., subscriber, tout ce que vous pouvez imaginer qui est pratique. N'importe quel bundle est capable d'en configurer. Donc un bundle nouveau est capable de dire cette interface-là, je veux lui ajouter un tag. Et ça permet d'aller plus vite. Donc là, ce que ça veut dire, si on réfléchit et qu'on reprend du recul par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, votre fichier
config services.yml, il pourrait ne contenir que ça. Et bien en fait, c'est à peu près ce qu'il fait. Il n'y a que ça dans le config services.yml. En l'occurrence, il y a un exclude en plus pour éviter d'avoir les entities dans les services, ça ne sert à rien. Mais sinon, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est hyper pratique. Mais on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait un cas d'usage qui était quand même pas pratique à utiliser, c'est quand on avait des paramètres. Parce que dès qu'on a besoin d'injecter des paramètres dans un service, à partir de ce moment-là, on est obligé de refaire du YAML. Pas forcément idéal. Ce qui se passe, c'est que du coup, on a intégré ce qu'on appelle les bindings, qui permettent, soit en default, soit directement dans un service, d'associer un nom de variable dans le constructeur, le setter, là où vous êtes, pour pouvoir faire référence à un service. Donc si vous avez besoin, par exemple, du kernel dir pour beaucoup de services, vous pouvez tout simplement utiliser le nom de la variable pour l'injecter. Autre petite chose assez importante, c'est que par rapport à tout ce que je viens de dire, dans les contrôleurs, vous allez avoir besoin à un moment ou à un autre de faire référence à vos services. C'est un peu tout l'intérêt de faire des services. Donc on avait deux approches. Soit on garde le container get pour le conteneur, mais ça veut dire que vous êtes obligé de garder un truc public, donc ça veut dire que ce n'est pas forcément facile à utiliser, ce n'est pas l'idéal. Soit on utilise le conteneur comme on définit les contrôleurs comme des services. Et c'est ça qu'on a fait. Mais sauf que ce que ça veut dire, c'est que les contrôleurs en eux-mêmes, le construct des contrôleurs doit inclure tous les services dont on a besoin dans toutes les actions du contrôleur en lui-même. Donc un contrôleur qui a beaucoup d'actions différentes, déjà il faut essayer de ne pas trop le faire, mais un contrôleur qui a beaucoup d'actions différentes, ça veut dire qu'il ferait référence à tous les services, même ceux dont il n'a pas besoin dans l'action actuelle, ce qui n'est pas forcément idéal. Ça peut être utile, c'est pas très grave en termes de performance, mais ce n'est pas idéal. Donc on a simplement ajouté un truc qui permet, petit tag, qui permet d'intégrer, de faire cet auto-wiring, de faire cette résolution de dépendance à l'intérieur des actions. Donc ce petit tag-là, il permet de dire, en fait, mon action contact, elle va recevoir ses dépendances en tant que service à l'intérieur de sa signature directe. Donc là, par exemple, je fais référence à mailer à l'intérieur même de l'action. Donc enfin, pour récapituler tout ça, l'injection de dépendance a énormément changé. Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder, je vous en ai parlé un petit peu, mais il y a un effet final que ça donne, c'est qu'en réalité, maintenant, la majorité, ou en tout cas l'extrême majorité de vos services vont être privés, ils sont en rouge. Et ensuite, tous vos contrôleurs sont des services publics, ils sont en vert. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, Symfony connaît, avec son container, connaît tous vos services. Et il est capable de faire des optimisations vachement avancées. C'est un des effets, une des raisons pour lesquelles Symfony 4 est extrêmement plus performant qu'avant, notamment les Symfony 2 par exemple, parce qu'il est capable, grâce à cette organisation qui est non seulement plus propre, mais aussi plus facile à utiliser d'un point de vue mathématique et donc à optimiser. Voilà, c'est tout pour moi, il y a une slide de fin juste après. Juste un petit mot, donc ce que je disais, la SymfonyCon, le Symfony Live arrive bientôt, n'hésitez pas à aller voir le site live.symfony.com, n'hésitez pas à contribuer. Il y a un Slack pour Symfony et il y a Nicolas qui est peut-être dans la salle, mais je ne le vois pas, qui sera ravi de répondre à vos questions si vous le pingez sur Slack. Et vous pouvez me pinguer aussi, mais je vous redirigerai vers Nicolas. Merci beaucoup. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour des questions si vous voulez. Donc n'hésitez pas. Je sais que c'est hyper difficile de prendre la première question. Donc je serai... Ah, c'est beau. Bonjour, Laurent Calvé. Ma question, c'est au niveau de l'injecteur de dépendance. Est-ce que lors de la configuration, de l'injecteur de dépendance, si nos classes n'implémentent pas d'autres classes mais des interfaces, au niveau de la configuration, est-ce qu'on doit déclarer l'interface ou est-il capable de déterminer en fonction des classes et de leur implémentation la classe qu'il devra appeler lors de la construction des autres classes? C'est une bonne question parce que c'est important. C'était un des débats qu'on a eu pendant qu'on a fabriqué l'auto-wiring. Je ne sais pas si si vous avez suivi en Symfony 2.7, ça fait quand même un bout de temps. Il y avait eu une première version de l'auto-wiring qui a finalement été enlevée parce qu'elle n'était pas idéale.
Et en fait, elle utilisait un mécanisme assez similaire de découverte automatique. Le problème de la découverte automatique, c'est qu'au moment où on ajoute une classe qui implémente une interface, on se retrouve avec potentiellement 2 classes qui correspondent aux besoins. Et donc le conteneur, il pète, il ne sait plus quoi faire. Sauf que ça veut dire qu'ajouter du code introduit des problèmes qui sont quand même hyper bizarres. Donc ce n'est pas une expérience de développement qui était très facile à comprendre. Du coup, on a été beaucoup plus déterministe sur la version actuelle, donc il n'y a pas du tout de résolution comme ça. Aucune. En revanche, ça c'est un point important à noter, c'est que dans les principes solides, c'est extrêmement important d'utiliser au moins des classes abstraites, idéalement des interfaces, c'est-à-dire de se mettre d'accord uniquement sur un contrat. Donc ces interfaces-là sont nécessaires. Dans une application au jour le jour, ce n'est pas extrêmement grave et c'est assez pragmatique de faire référence à des services locaux qui sont clairement précis, et il y en a un. En revanche, si vous voulez utiliser des interfaces, on peut simplement utiliser un alias en fait. Parce que ce qui va se passer, c'est que le type int, il va faire référence à l'interface, et si dans la configuration de l'injecteur de dépendance, le nom de l'interface, c'est-à-dire le nom du service sous forme de nom de classe, fait référence sous forme d'alias à ce que vous voulez comme implémentation, ça marche nickel. Parce que ça va utiliser ça. Et ça, cette façon de faire là est notamment utile parce que ça veut dire qu'en service underscore test, vous allez être capable de copier-coller cet alias avec une nouvelle implémentation. Et donc de faire un mock extrêmement facilement, par exemple. Donc ça, c'est les alias utilisés pour faire le principe solide correctement. Il faut avoir une bonne balance entre les deux parce que faire des interfaces pour tout, ce n'est pas forcément pertinent. En revanche, c'est extrêmement pratique pour les besoins où il pourrait y avoir besoin d'une interface. Ouais. Merci. Il y en a une là-bas. Bonjour, merci. Le graphe du container d'injection de dépendance, il y a moyen de le visualiser? Tout à fait. Il y a des dumpers pour Graviz, par exemple, qui permettent de visualiser le graphe, tout simplement avec Graviz, qui est un outil dédié à la visualisation de graphes. Donc, il suffit, entre guillemets, les bidouiller un petit peu quand même. Je pense qu'il doit falloir bidouiller. Là, comme ça, je ne saurais pas dire si on peut le faire facilement dans une application Symfony comme ça. En revanche, ce qui est possible, c'est de se hooker dans le bon endroit du container et à la fin de la compilation, peut-être avec une compiler pass, ça pourrait fonctionner par exemple. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Il y a toutes les classes qu'il faut pour le faire. Si ça vous intéresse, je peux tout à fait en discuter un peu plus avec vous après. Ça, c'est pour la partie vraiment graphe. En revanche, pour la partie résultat du graphe, donc pour toute la liste des services disponibles, des interfaces adaptées, des alias, etc., il y a Debug Auto-Wiring qui est extrêmement pratique parce qu'il fait la liste des alias avec l'intérêt de cet alias et avec la description PHP-doc qu'il y a associée au nom du service en lui-même. C'est-à-dire qu'il va prendre le nom de la classe, aller lire la PHP-doc associée et l'ajouter sur la commande. Donc avec Debug Auto-Wiring, ça permet de faire beaucoup de choses déjà pour comprendre ce qu'il y a dans le conteneur. Par contre, pour visualiser juste pour comprendre comment ça marche, probablement qu'il faut un petit peu plus se dépatouiller. Mais je serais ravi de vous montrer si vous voulez. On a le temps pour une dernière question. OK. Yep. Bonjour, merci pour la conf. Tout à l'heure, tu as parlé rapidement des variables d'environnement. Il y a aussi les paramètres, les parameters qui existent dans Symfony. Et en fait, aujourd'hui, je me demande dans quel cas on devrait utiliser une variable d'environnement plutôt qu'un paramètre, sachant qu'il me semble qu'on peut aussi l'utiliser directement dans le conteneur. Est-ce que du coup, c'est toujours justifié aujourd'hui d'utiliser des paramètres? Absolument. C'est extrêmement justifié d'utiliser des paramètres. Il y a quelque chose qu'il faut faire attention, c'est utiliser des variables d'environnement pour tout, ce n'est pas pertinent la plupart du temps. L'objectif des paramètres, c'est de définir des valeurs qui sont faciles à changer, faciles à débugger, faciles à trouver, et qui peuvent être liées à l'application. Ça peut être un no-reply, un email de no-reply, ça peut être tout un tas de choses diverses et variées qui peuvent être utiles pour l'application, mais qu'il est pratique de ne pas avoir fixe dans le code. Les variables d'env, en revanche, elles vont être utiles
pour les choses qui changent entre les différents environnements, c'est pour ça qu'on les appelle les variables d'environnement, entre les différents environnements de votre application, la prod, les tests, le dev, les différents staging, les différents frontaux, voilà, tout un tas de choses comme ça. Donc ça touche à tout ce qui est configuration de la base de données, qui est configuration de Redis, comment est-ce qu'on fait pour accéder à tel ou tel service extérieur, comment est-ce qu'on fait pour configurer PHP Unit. Ça touche à tout un tas de choses, mais toutes ces choses-là, elles sont liées à l'environnement local, enfin l'exécution actuelle. C'est ça la différence à faire, je pense. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais sinon, on peut en reparler. Merci Titouan. Merci à vous.